Welcome to this Bonjour. Bonjour à notre forum collectif Align pour la santé maternelle et néonatale. Nous sommes absolument ravis que vous puissiez nous rejoindre aujourd'hui dans cette session d'ouverture santé maternelle et néonatale. Action, quelles données, où et comment. Au cours de cette session, nous allons rencontrer de nombreuses personnes qui viennent de partout autour du monde pour partager avec nous comment nous pouvons ensemble nous efforcer d'accélérer la situation pour la santé maternelle et néonatale. Nous sommes à mi-parcours des objectifs du développement du millénaire et il est absolument important d'avoir des données de qualité pour passer à l'action. Je suis la professeure Joy Lone. Je serai votre animatrice pour cette session. Tout d'abord, quelques petits conseils pour que ce séminaire vous soit le plus utile possible. Tout d'abord, nous avons l'interprétation en français. Pour cela, cliquez sur le globe pour écouter l'interprétation. N'hésitez pas à vous exprimer si vous le souhaitez. Nous ne pouvons pas nous retrouver face à face, mais nous voulons absolument entendre vos commentaires, vos questions par le biais de la messagerie. Et nous aurons également une session questions-réponses après les présentations et nous choisirons les questions les plus brûlantes. Rejoignez-nous également sur les médias sociaux. Nous pouvons collecter plus de données pour contribuer à l'action par le biais de tous nos réseaux sociaux qui auront les liens affichés sur les présentations. Et quatrièmement, utilisez votre vote parce que nous allons faire quelques petits quiz. Ce ne sont pas des examens ni des tests, mais simplement nous souhaitons avoir votre opinion sur certaines questions et nous vous encourageons à participer. Nous avons plus de 1000 personnes inscrites venant du monde entier. Et notre première question est, d'où venez-vous? De quel pays vous rejoignez-nous? Alors, cherchez le lien pour répondre en bas de l'écran. Et nous pouvons voir que nous avons des personnes qui viennent du monde entier, donc probablement très tôt le matin ou très tard le soir. Merci encore une fois. Ensuite, nous rassemblerons ces réponses pour visualiser cela sur une map monde, sur une carte, pour que l'on voit bien que ce sujet intéresse tout le monde autour du monde. Passons maintenant à cette session. 7 avril, en fait, ce week-end, j'étais assez surprise de me rendre compte que nous sommes à mi-parcours, comme je l'ai dit. Nous avons passé déjà 7 ans et demi, il nous reste 7 ans et demi avant d'arriver à 2030, donc. Et chaque année, pourtant, nous avons encore 5 millions de décès. 2 millions mortinatalité, 2,4 millions décès de nouveau-nés et environ 300 000 décès maternels. C'est absolument choquant et cela se poursuit autour du monde. Donc, le moment est vraiment venu de nous mobiliser encore une fois pour voir comment nous pouvons accélérer le changement dans les 7 années et demie à venir pour mettre fin à ces décès dont la plupart sont évitables. La plupart surviennent dans les familles les plus pauvres et pas dans les pays à revenus élevés. Donc, il y a vraiment une inégalité flagrante. Pour obtenir cet objectif, nous avons besoin de 3 choses. Tout d'abord, nous avons besoin de savoir où nous allons, quel est notre objectif, quelles sont nos cibles, connaissons-nous nos cibles? À mi-parcours, est-ce que l'on connaît bien nos objectifs et nos cibles? Deuxièmement, nous avons besoin de savoir où nous en sommes exactement, quelle est la situation à l'heure actuelle. Et troisièmement, comment utiliser toutes ces données pour encourager, accélérer le changement. Donc, nos objectifs, nos cibles, nous avons 2 groupes en termes de mortalité maternelle, ce sont des chiffres qui existent depuis longtemps, les décès néonataux, la mortinatalité qui est encore très importante au niveau de l'ordre du jour international. Donc, nous
Nous allons nous poser la question, avons-nous ces données précises? Et pour répondre à ces 3 questions, quelles sont nos cibles? Quel est notre statut actuel? Et de quoi avons-nous besoin pour changer les choses? Nous avons également des cibles de, couverture qui sont tout à fait alignées pour la mortalité maternelle et néonatale. Donc, tous les groupes se sont alignés pour aligner les cibles en termes de soins obstétriques, anténataux, postnataux, etc. Nous avons maintenant un questionnaire, enfin un petit quiz. Nous voudrions savoir de votre part, connaissons-nous nos objectifs? Prenons d'abord la mortinatalité, le nombre de décès, de mode morné. Voilà la question pour cette cible, pour cet objectif. Et cela fait partie du plan d'action sur chaque nouveau-né compte, parce que cela ne s'est pas concrétisé, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont ces cibles globales, des cibles nationales? Donc, nous avons ici 3 options que nous vous demandons de lire et de choisir. Savez-vous quelle est la cible de mortinatalité? 30 pays ont des cibles précises qui ont été définies pour 2030, mais il en faudrait plus. Nous avons au moins 90 pays qui ont encore des problèmes en la matière sur les 90 États membres des Nations unies. Donc, la première réponse, même si c'est un cible national, n'est pas correcte. La réponse correcte, c'est l'option B. Chaque pays devrait avoir une cible nationale, telle que celle qui est à l'écran. Et si vous avez déjà atteint cet objectif, vous commencez à combler le fossé. Question suivante concerne la mortalité néonatale. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons une cible pour la mortalité néonatale, malgré les chiffres très importants. C'est la première fois. Cela fait partie des objectifs de développement 2030. Est-ce que c'est une cible nationale, mondiale? Et est-ce que nous connaissons le chiffre? Et étant donné que c'est un objectif de développement durable, cela concerne tous les pays. Donc, combien de pays ont fixé des objectifs? 78 pays ont fixé une cible précise pour 2030. La réponse B concerne la mortalité infantile. La réponse C n'est pas correcte parce que ce n'est pas la bonne moyenne et c'est la réponse A qui est la bonne réponse. Mais certains pays tels que l'Inde peuvent avoir des objectifs différents. L'Inde a un objectif à un chiffre 9 sur 1000 d'ici 2030, très ambitieux. Ensuite, passons à la mortalité maternelle. C'est une tragédie importante qui se poursuit parce que ce sont des décès évitables. Il y a là un objectif qui existe déjà depuis longtemps, pendant toute la période des objectifs de développement durable, des objectifs de développement du millénaire. En fait, c'est le premier objectif qui a été fixé, 3,1. Donc, savez-vous quel est cet objectif? Est-ce que c'est un objectif global, national? La première option dit que c'est une moyenne globale av- avec le chiffre que vous pouvez voir à l'écran. Et la deuxième possibilité, la troisième possibilité, ça dépendent de différents points de référence définissant le ratio de mortalité. Donc, en fait, dans ce cas précis, les 3 sont corrects. Le premier, c'est la cible primaire, l'objectif primaire, et les 2 autres font référence à votre ligne de référence, à votre point de référence. Notre vision commune est qu'aucun pays n'aura un taux de mortalité supérieur à 130
sur son naissance. Donc, nous pouvons voir que beaucoup d'entre nous, en fait, ne connaissions pas de manière précise nos objectifs ou que nous en connaissions certains, mais pas tous. Donc, nous sommes là pour aligner la santé maternelle et néonatale. Et pour cela, il est important d'être bien conscient de ces objectifs qui sont reliés les uns aux autres. Alors que nous allons entamer nos débats, je vous présente le sujet. Nous avons 3 présentations d'experts mondiaux qui vont d'abord présenter les objectifs de mortalité pour les réitérer, voir quelles sont les tendances. Et c'est Lucia Hug qui va nous présenter cela. C'est une spécialiste des statistiques au siège de l'UNICEF. Elle a travaillé sur la mortalité infantile depuis des années, mais elle est également une experte en matière de statistiques de mortinatalité. Ensuite, nous passerons aux objectifs de couverture qui sont fixés pour 2025. Donc, c'est presque demain. Où en sommes-nous? Quelles sont les données de qualité? Quelles sont les lacunes? Et pour cela, nous écouterons le professeur Barros, qu'on appelle aussi le professeur égalité, qui est basé au Brésil et qui a mené tous ces efforts en matière d'analyse de l'égalité pour 2030. Et en troisième position, nous aurons une discussion autour des données sur la base de la pandémie de la COVID du docteur Sheikh Faye, qui est un expert scientifique sur la santé de la population africaine au Kenya et qui est également responsable de recherche dans le consortium Countdown 2030 sur l'impact de la COVID sur ces informations. Merci, je suis Lucia Hug. Je vais vous parler des tendances de mortalité pour l'instant. À l'heure actuelle, faisons face déjà à des décès très importants, environ 295 000 chaque année. Donc, ce ne sont pas simplement des chiffres. Il ne faut pas oublier que cela affecte des familles au quotidien. Et afin de juger des progrès, les objectifs de développement du millénaire, de développement durable ont défini des objectifs précis pour le ratio de mortalité maternelle inférieur à 70 décès maternels pour 100 000 naissances. Et vous avez les autres chiffres pour la mortalité de moins de 5 ans et la mortinatalité, moins de 25, moins de 12. Et cela est complété par les plans sur chaque un plan d'action pour chaque nouveau-né qui répartit les pays en 2 groupes. Et si l'on regarde les ratios sur, vous pouvez voir une énorme inégalité où l'on voit les chiffres et les risques les plus élevés en Afrique. Ce sont les pays en jaune, orange et rouge, là où le risque est extrêmement élevé pour les mères. Et même si la mortalité maternelle a décru au cours des dernières années, ils sont encore bien trop élevés puisque c'est bien plus élevé que l'objectif mondial. Si nous passons à l'objectif de mortinatalité au cours de la prochaine décennie, l'on prévoit que 20 millions de bébés seront morts-nés, en fait, et si les tendances se poursuivent. 56 pays risquent de rater l'objectif de 12 morts-naissances ou moins par 1000 naissances d'ici 2030. Et ce sont encore une fois des pays qui sont concentrés dans l'Afrique subsaharienne, comme vous pouvez voir, notamment en rouge. Pour ce qui concerne la mortalité néonatale, vous savez les chiffres que nous avons rassemblés sur la base de l'an dernier. 23 millions de bébés devraient perdre la vie dans leurs premiers mois si l'on n'accélère pas le progrès. 61 pays sont à risque de rater, de ne pas atteindre leur objectif SDG.
et 37 pays n'atteindront ces objectifs que d'ici 2050. Donc, en fait, il faut vraiment accélérer l'action et se concentrer sur un point de départ plus sain de la vie, améliorer la qualité, l'égalité de soins dans la période anténatale, les soins apportés dans la première semaine de vie. Et même s'il y a eu quelques progrès accomplis pour réduire les décès maternels et la mortalité, il y a encore trop de mères et de bébés de mort-nés, de causes tout à fait évitables. L'accélération est donc nécessaire pour sauver plus de vies de mères et de bébés et de meilleures données également pour juger de l'impact de la COVID-19 sur la mortinatalité et la mortalité maternelle, parce qu'on manque encore de données sur l'impact de la COVID dans ce domaine. Les Nations unies ont un portail de données qui s'appelle IGME, qui présente toutes ces données, tous ces rapports, les estimés des avancées d'Internet et qui sera lancé bientôt. Vous pouvez voir l'adresse à l'écran, euh, qui donnera toutes les estimations concernant notamment la mortinatalité et les taux de néomortalité et de mortalité maternelle. Toutes ces informations seront disponibles sur ce portail qui sera donc bientôt lancé. Merci. Bonjour à tous, je suis Anicio Barros du Centre international pour l'équité et la santé et au Brésil, et je vais vous parler des progrès réalisés dans la santé maternelle et néonatale. La question est la suivante: est-ce que nous en faisons assez? Est-ce que nous sommes suffisamment actifs? En fait, il existe 3 cibles conjointes pour juger de la santé maternelle et néonatale. Il s'agit d'avoir 4 visites anténatales, des accouchements avec un prestataire de santé qualifié et des soins postnataux dans les 2 jours suivant la naissance. Au cours de ma présentation, je vais utiliser les indicateurs composites qui notent le nombre d'interventions reçus par les mères et leurs bébés, leurs nouveau-nés. Nous avons des données couvrant 95 pays. Ce sont des enquêtes nationales réalisées entre 2010 et 2019, soit sous la forme DHS ou MICS, et tout cela a donc été réalisé avant le avant le début de la pandémie de la COVID-19. Pour les indicateurs antinataux, 4 visites ou plus. 38% des pays couverts par les enquêtes atteignent 80% de cet objectif ou plus. Pour un accouchement en milieu hospitalier, 61% des pays, donc avec une couverture de 80% ou plus. Et pour les soins postnataux, 77% des pays, avec une couverture de 60% ou plus, en utilisant les points de référence proposés par ENAP et EPMM. Nous avons vu que dans 95 de ces pays, 60% des femmes et des mamans et des bébés reçoivent les 3 interventions. Donc, l'indicateur va de 0 à 3. Si l'on se penche maintenant sur les pays, nous voyons que 27 pays sur les 95 ont une couverture de 80% ou plus des mamans et des bébés qui reçoivent ces 3 interventions. Vous en avez la liste à l'écran, je ne vais donc pas la lire. Mais à l'autre extrême, nous avons 15 pays où 20% ou plus des mères et des bébés reçoivent aucune intervention, 0 intervention sur les 3 cités. Est-ce que des progrès sont accomplis en termes de couverture pour les 3 interventions en même temps? La réponse est oui. Nous avons des données sur 41 pays qui ont eu 2 enquêtes ou plus avec 5 ans d'intervalle. 33 pays sur ces 41 ont révélé une couverture accrue et
Les pays les plus en tête notables sont le Rwanda et le Zimbabwe qui ont accru leur couverture de plus de 30 points de pourcentage. Et nous avons vu des augmentations les plus importantes se produire dans les pays où le point de départ, le point de référence était le plus faible. Bien sûr, 8 pays ont vu une couverture réduite. Cela dit, les réductions étaient minimes. Le pays notable était Sao Tomé et Principe avec une forte réduction des 4 visites anténatales. Malgré tous ces progrès observés en termes de couverture, il y a encore d'énormes inégalités donc entre les pays les plus pauvres et les plus riches. Parmi les 10% les plus pauvres, nous avons 44% des mères et des bébés qui reçoivent les 3 interventions par rapport à 84% qui reçoivent ces 3 interventions dans les familles les plus riches, dans les populations les plus riches. Donc, nous avons une différence de 40 points de pourcentage entre les mamans et bébés les plus riches et les plus pauvres. Donc, c'est une énorme différence. En conclusion, je dirais qu'en termes de couverture individuelle, les 3 interventions ont une couverture relativement élevée. Les soins 4 soins postnataux est un peu à la traîne. En termes de couverture combinée, seulement 27 sur 95 pays ont une couverture élevée, c'est-à-dire 80% ou plus. Pour les 3 interventions pour les mères et les mamans et les bébés, 15 sur 95 pays ont 20% des mamans et des bébés qui ne reçoivent aucune intervention. Nous avons vu dans les tendances que des progrès ont été réalisés, mais qu'il y a encore beaucoup de progrès à accomplir pour atteindre une couverture universelle pour toutes les mamans et dans tous les pays. Enfin, en termes d'équité, il y a un énorme fossé qui a été révélé entre les plus pauvres et les plus riches. Moins de la moitié des mamans et des bébés les plus pauvres reçoivent les 3 interventions MNH cruciales. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, au revoir. Merci. Moi, je vais parler de la pandémie de COVID-19 et l'influence sur l'ensemble du secteur et dans les différents pays de notre région. Dans ma présentation, je vais parler des conclusions de 2 études qui ont été réalisées en 2020-2021. Je m'appelle Cheikh Mbacké Faye et je participe au Centre de recherche de santé de population d'Afrique de l'Ouest basé au Sénégal, à Dakar. Je voudrais insister sur les différents résultats qui reviennent de l'étude que nous avons réalisée sur l'initiative multiple qui regarde l'ensemble des initiatives dans le secteur de la santé néonatale. Donc, nous avons plusieurs indicateurs ici avec la santé anténatale et les différents indicateurs sur 12 pays africains. Et si l'on regarde ces données de près pour 2017 et qu'on les compare à la fin de 2020, on voit ici une courbe d'évolution. En regardant ces diapositives, on se rend compte que dans les premiers mois de la pandémie, il y a eu un pic qui a vraiment eu un effet délétère sur la fourniture de services. Et après quelques mois, on a vu un aplatissement de la courbe avec la prestation de services qui revenait à des niveaux à peu près normaux. Et on a vu comment il a été possible d'absorber ce choc par une bonne réponse des services de santé. Et il faut également signaler que la pandémie de COVID-19 a eu une mortalité inférieure dans les vagues successives. Mais nous voyons l'impact sur les services non Covid qui ont dû être limités. Donc, nous voyons les effets de la pandémie. Et ici, sur ces diapositives, nous voyons l'ensemble des services tels que la vaccination, le service en médecine interne ou en ambulatoire. Et nous avons donc, sur ces diapositives, essayé d'inclure
une moyenne des restrictions Covid sur l'ensemble des services de santé. Donc, nous voyons une chute due à la diminution des services de santé qui ont pu être offerts dans ce contexte de pandémie et les mesures prises par les gouvernements. Nous voyons, quel que soit le service fourni, le même schéma, le même profil de courbe. Nous voyons également qu'il y a eu certaines différences entre les zones rurales et urbaines. Nous voyons des différences marquées dans les zones rurales en bleu et un impact plus limité dans les zones urbaines en orange. Nous voyons beaucoup plus de sévérité d'impact dans les zones rurales. Maintenant, lorsque l'on regarde les études de l'OMS, on se rend compte que 92% des pays étudiés ont vraiment dû encaisser un choc important dans la prestation des services de santé. Et ceci est visible également, notamment pour un certain nombre de pays, mais je ne vais pas les citer dans le détail. Il y a eu, en général, plus de résilience dans l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est quelque chose que nous avons observé et qui a été confirmé par un certain nombre d'études. Pour conclure, je dirais que l'impact de la pandémie sur la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent a été limité, mais il faut quand même regarder quels sont nos objectifs de santé pour 2030. Ceci aura évidemment à s'accompagner d'un effort pour certains pays pour atteindre ces niveaux. Enfin, je dirais qu'il faut souligner que les données et l'information sur la santé habituelle et de routine nous donnent la possibilité d'analyser et d'estimer la désorganisation causée par la pandémie de COVID-19 sur l'ensemble des questions de santé maternelle et néonatale. Nous devons continuer à améliorer la collecte de données et l'utilisation des données, et il faut également faire levier pour pouvoir améliorer la santé maternelle et néonatale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup à ces trois intervenants. Ils ont vraiment insisté sur les lacunes dans nos objectifs de mortalité, des lacunes dans le service de la qualité et dans l'équité. Et ceci a été notamment marqué pendant la pandémie. Ils ont tous remarqué que nous avons des données disponibles, nous avons des données qui nous permettent de mieux faire pour refermer ces lacunes. Et comment améliorer l'utilisation de ces données pour traduire cela dans la pratique? Nous allons avoir un petit questionnaire, un petit quiz. Dans votre pays, pour ces objectifs de couverture, on va essayer d'afficher la question sur les objectifs de couverture anténataux, sur, deuxièmement, les mort-nés et mortalité néonatale. Quels sont les objectifs en pensant à votre pays? Et si vous regardez la carte également, eh bien, vous verrez que nous avons des représentants de tous les pays du monde. Donc, quelles sont les données qui peuvent être suivies par des données de routine? Ensuite, avec une bonne aide au niveau néonatal et postnatal, eh bien, nous voyons qu'il est possible d'améliorer ces données. Par le passé, il y a eu des enquêtes réalisées tous les 5 ans sur ces questions. Elles sont très importantes, mais ce que nous a montré le COVID, c'est que lorsque les gens le veulent, il est possible de mesurer les choses très rapidement et d'insérer ceci dans l'ensemble des données.
Ceci nous permet d'agir et d'améliorer notre quotidien. Donc, il est important de voir comment les différents pays peuvent garder trace de l'évolution au quotidien. Mais certains de vos pays auront peut-être des lacunes et il faudra voir comment faire pour pouvoir combler ces lacunes. Et ceci nous permet d'avoir un panel extraordinaire pour animer notre discussion. Nous avons 6 experts vraiment très renommés de partout dans le monde qui peuvent nous dire comment utiliser ces données, comment améliorer la pratique. Chaque participant de ce panel est un expert dans son domaine. Et donc, on les a invités à nous rejoindre. N'hésitez pas à participer à ce panel de discussion, à mettre votre question sur la boîte de dialogue, car nous allons avoir une discussion extrêmement animée et enrichissante. Donc, bienvenue à ce panel qui couvre toutes les régions géographiques et tous les secteurs d'activité. Nous allons déjà commencer par le docteur Sheila Nachungwe du Mozambique. Sheila est médecin et également tout à la pointe de la plateforme de collecte de données sur la mortalité infantile. Sheila, nous avons bien sûr attiré l'attention de chacun sur la mortalité néonatale, beaucoup trop de mortalité au niveau néonatal et maternel. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de votre part sur le Mozambique et sur la plateforme que vous avez mis au point pour essayer d'identifier les causes de cette mortalité? Merci, Joy. Pour commencer, je commencerai par dire que depuis 2017, la mortalité maternelle était estimée à 451 pour 100 000, néonatal, 28 décès pour 1000 morts vivantes. La plupart des cas de mortalité passent à travers les visites de routine et les données de routine. Il y a parfois des visites qui ne sont pas possibles et il y a donc des données qui échappent à ces études. Au Mozambique, nous avons financé des études et aussi demandé une assistance pour les cas de grossesse et également pour pouvoir mieux enregistrer les données de santé maternelle et néonatale. Nous avons une plateforme qui a commencé en 2007 dans 107 grappes de population et dans chacune des provinces. Nous avons formé le personnel pour collecter ces données et pour apporter un suivi dans le cas de mort soit maternelle, soit néonatale pour identifier la cause. Dans ces données collectées, nous savons qu'un tiers des morts néonatales et 2 tiers des morts-nés se produisent dans des circonstances très particulières. Il est important de savoir quelles sont ces circonstances pour pouvoir retraduire ceci dans les statistiques. Il faut que nous ayons une étude approfondie sur les pays à faible revenu, fournir la façon de collecter les données et avoir des données robustes. Il faut reconnaître le système de collecte de données robustes qui nous permettent d'avoir des données exploitables. Il faut également tirer parti de la révolution numérique et digitale avec, par exemple, les téléphones portables qui sont maintenant disponibles dans tous les villages.
Nous voulons également progresser sur l'utilisation efficace des données. Il faut tout faire pour que les systèmes de statistiques nous permettent d'identifier les cas sur lesquels nous devons travailler et pour lesquels il faut améliorer la situation. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention qui était extrêmement riche et très concise en même temps. Je vois qu'au Mozambique, il y a une ambition de réussir et il y a vraiment un état d'esprit qui est vraiment axé sur la réussite. Je suis persuadée qu'il y aura des questions dans le chat pour vous et votre équipe au Mozambique. Nous allons maintenant nous déplacer vers votre pays voisin du Mozambique. Nous passons à la Zambie où nous allons écouter le docteur Chulwe Nwimdu Jacobs qui a travaillé sur la santé des femmes et notamment sur une réflexion sur les genres et elle travaille à l'horizon de 2030 en Zambie. Nous savons que l'un des objectifs du millénaire du développement est l'équité, c'est-à-dire ne laisser personne sur le bord du chemin. Et il y a tellement de groupes différents de population, des poches de population qui pourraient être laissés de côté. Comment nous serions heureux d'entendre votre éclairage sur ces questions d'équité, notamment en Zambie. Merci, Joy. Tout d'abord, je vais vous parler de ce compte à rebours et cette collaboration. Nous avons une équipe de collaboration sur ce compte à rebours. Nous avons la partie occidentale de la Zambie. Nous avons eu une collaboration avec une équipe du Manitoba qui est venue sur place et nous avons essayé de renforcer les capacités dans nos équipes. Nous avons utilisé des données de service, c'est-à-dire des données de l'enquête démographique de Zambie pour une analyse d'équité. Dans cette analyse, nous avons étudié les ratios, la couverture et les indicateurs de santé maternelle et néonatale, y compris santé infantile. Nous avons également regardé comment ces indicateurs sont répartis en regardant les strates d'équité en termes d'éducation, en termes d'habitat, de lieux de vie et quels sont les effets de l'équité sur les objectifs à long terme. Nous avons été en mesure de soutenir le ministre de la Santé dans le processus de prise de décision. Donc, je voudrais prolonger cela pour voir ce que nous avons observé dans notre analyse d'équité. Tout d'abord, je citerai un exemple. Nous avons vu que dans les services de santé maternelle et néonatale, eh bien, il y a une amélioration dans toutes les strates de la société, que ce soit l'endroit de résidence, les différentes provinces et les régions. Mais comment on a pu savoir qu'il y a eu des améliorations et que ces lacunes se comblent? Je dois dire que nous avons essayé par tous les moyens possibles d'exploiter les données dont nous disposions parce que la Zambie a un système solide de sécurité sociale où il est possible d'avoir accès à des données de santé et ceci montre où se trouvent les inégalités et les lacunes. Nous avons également des études différentielles entre les zones urbaines et rurales et des études aussi pour observer les niveaux d'éducation dans les différentes régions. Mais nous pouvons affiner et regarder en dessous de la surface de ces chiffres pour voir plus finement quels groupes sont laissés pour compte, soit dans les populations rurales ou urbaines. Lorsque l'on regarde les données, on veut comprendre pourquoi on a ces résultats et quelles sont les victimes ou les personnes qui ne sont pas incluses dans le processus.
Nous avons appris beaucoup ce faisant. Nous avons remarqué que nous avons des données qui sont collectées de façon routinière et il est important et nécessaire d'avoir une meilleure évaluation de la qualité et nous pensons que ceci est possible, que ceci peut être mieux utilisé. Par exemple, nous avons utilisé des données collectées de façon routinière pour voir l'effet du COVID-19 sur la santé maternelle et néonatale. Donc voilà ce que je voulais dire en gros. Et pour conclure, je dirais qu'il faut utiliser toutes les données à notre disposition de façon créative pour essayer d'interagir avec les équipes sur le terrain et utiliser ces données pour notamment répondre à des problèmes locaux qui peuvent être repris dans ces données. Je vous remercie. Shulwe, merci beaucoup. C'est vraiment très important, comme vous l'avez dit, de parler de l'équité, de l'analyse de l'équité et de la façon dont on utilise ces données. Et nous allons également reprendre ces données sur les lacunes et voir comment améliorer la situation. Donc, merci beaucoup. Je sais qu'il y a de nombreuses questions qui se préparent. Il y en aura beaucoup, notamment dans la messagerie, je suis sûre, sur les données de routine pour l'analyse de l'équité. Maintenant, nous traversons vers un autre continent, de l'Afrique à l'Asie, et notamment le Pakistan. Et au Pakistan, nous avons probablement la personne la plus qualifiée pour s'exprimer sur ce sujet, la docteure Sabine Asfan, qui depuis 19 ans est au ministère de la Santé au Pakistan et qui à l'heure actuelle la directrice adjointe et responsable notamment de la technique des systèmes de santé et à mener des efforts de numérisation des données de santé. Donc, Sabine, j'aimerais vraiment en savoir plus de votre part. Comment pouvons-nous utiliser des données de routine pour nous aider à suivre, améliorer la qualité des services essentiels pour les mères et leurs bébés? Vous avez la parole. Merci, Joy. Bonsoir du Pakistan et merci de m'avoir invité à cette session. Comme vous le savez, le Pakistan est un pays en développement, fait un pays fédéral également. Nous avons un ministère fédéral qui apporte son soutien aux différentes provinces. Donc, notre source principale des données de routine, c'est l'information rassemblée par les différents districts. Et ces données sont numérisées au fur et à mesure et rassemblées au niveau fédéral, national. Donc, malgré les nombreux défis pour obtenir des données de routine, puisqu'elles sont bien souvent sur papier, ne sont pas en temps réel, on n'a pas suffisamment de capacité, problème au niveau des infrastructures informatiques également. Cela dit, cela peut être utilisé pour un certain nombre d'initiatives. Et le Pakistan, là, a utilisé ces données pour des initiatives de santé, la plus importante étant le développement d'un paquet de données sur la base des objectifs de développement 3 pour donc un paquet de mesures de santé essentielles. Et pour cela, nous avons utilisé les données de routine pour améliorer la situation au niveau des districts. Donc, ça nous permet d'analyser l'état des services essentiels de données, notamment pendant la COVID, parce que pendant la période du COVID, il y a eu des confinements et il y a eu une baisse de l'utilisation des services essentiels. Normalement, les services d'immunisation, d'accouchement provoqué, etc. Donc, des mesures politiques importantes ont été prises telles que le zonage de développement, le développement de lignes directrices pour restaurer les services de santé essentiels après la COVID et pour qu'ils retrouvent leur situation
pré-Covid. Le Covid a signifié beaucoup de défis pour l'ensemble des systèmes de santé, mais ça a euh, mis vraiment la santé au premier plan et ça a permis d'accorder la priorité. C'est parce que cela nous a permis de voir que l'on pouvait utiliser les services privés qui souvent ne sont pas utilisés pour les soins de routine et qu'on ne retrouve pas cela dans les bases de données nationales. Mais pendant la COVID, on a pu mieux utiliser ces services. On a pu voir également, avec l'utilisation des données des services essentiels, que il était bon d'utiliser une utilisation numérisée pour fournir les services essentiels pendant les confinements. Donc, ça a été quelque chose sur quoi on s'est concentré. Le Pakistan a développé un cadre de santé numérique, un cadre national qui va permettre d'avoir des solutions novatrices aux responsables régionaux, responsables sanitaires régionaux, leur permettant ainsi d'améliorer leur planification des services de santé. Et pour l'avenir, l'on va vraiment se pencher sur les outils HIS pour introduire de nouvelles variables et peaufiner les données par district parce qu'il y a encore des lacunes que l'on a pu noter. Donc, des données essentielles en reliant avec d'autres sources de données et cela pourra être utilisé pour prendre des décisions politiques basées sur des données probantes et une meilleure planification. Merci. Merci. Je vois qu'il y a encore beaucoup de lacunes que vous essayez et que l'on essaye de combler. Par exemple, l'interopérabilité des systèmes de données, relier les systèmes fédéraux aux systèmes provinciaux, relier les systèmes papier aux systèmes électroniques et également la COVID qui a été à la fois une menace et un élément perturbateur et une opportunité. Nous allons revenir en Afrique maintenant, notamment l'Afrique du Sud, au Ghana, avec le docteur Sotsi Sotsi Tete. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous parce que vous avez mené de grandes améliorations de qualité au Ghana. Vous êtes maintenant le dirigeant, le vice-président de l'Institut pour l'amélioration des soins de santé en Afrique et pour l'Asie également. Lorsque l'on parle de qualité de soins, c'est presque comme une religion pour beaucoup d'entre nous. Pour que cela fonctionne, il nous faut d'abord des données, cela dit, pour voir ce sur quoi il faut agir et juger des progrès accomplis. D'après votre expérience, Sotsi, est-ce que vous pouvez nous aider à une meilleure utilisation des données pour améliorer l'action? Merci beaucoup de vos aimables paroles. Il est impressionnant de voir quand même que tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. Les données sont effectivement critiques pour mener les améliorations. Bien souvent, on a besoin d'un contexte élargi également. Il faut savoir si on a un contexte positif à l'utilisation des données. Et au Ghana comme ailleurs, bien souvent, nous dépendons d'une politique nationale et de plans d'action nationaux qui créent un environnement propice à l'amélioration des données. Au sein de tels documents et plans d'action, nous accordons notre attention à toutes les dimensions politiques et cela inclut l'assurance qualité pour savoir également où sont les possibilités d'amélioration et où est-ce que les outils requis existent pour améliorer les services. Donc, cet environnement propice est indispensable parce que s'il n'existe pas, on va finalement compiler des données qui vont refléter un état de processus, de résultats, mais sans aller plus loin. Le deuxième point important, c'est que l'on peut voir partout qu'il nous avons des données de routine, des systèmes de données de routine HMS qui sont importants, bien sûr, pour mener les initiatives d'amélioration de santé maternelle et natale. Mais ce qui manque souvent, c'est que l'on n'a pas une sous-série d'indicateurs qui reflètent les domaines prioritaires.
Donc, même si la schéma c'est bon, ce qui est critique, c'est d'avoir des sous-ensembles de séries d'indicateurs de qualité qui guideraient nos efforts. Euh, nous nous concentrons d'abord sur les processus pour arriver à certains objectifs. Et lorsque l'on a ces améliorations, cela nous permet de savoir quels sont les processus les plus importants et il faut les inclure ensuite dans les systèmes de routine si cela n'a pas déjà été fait. Troisièmement, effectivement, nous avons des groupes nationaux importants et des districts, des provinces qui ont des difficultés, mais nous avons également des points plus positifs. Donc, et où il existe des données. Donc, il est important aussi d'identifier là où il y a des bonnes performances et essayer de tirer les leçons. Pourquoi là, nous avons des données solides, d'un système qui fonctionne et partager ces informations avec là où cela fonctionne moins pour vraiment se concentrer sur les données, sur les régions d'excellence et partager les meilleures pratiques dans l'ensemble du système sanitaire. Quatrième point, dans tous nos systèmes sanitaires, il y a des interactions importantes, qu'il s'agisse de réunions cliniques, de ressources humaines. Il est important d'utiliser toutes ces opportunités pour se concentrer sur les données, pour savoir exactement ce que font les personnes pour améliorer la qualité des soins de santé. Enfin, en ce qui concerne la qualité des données elles-mêmes, dans de nombreux endroits, on se rend compte qu'il y a un excès de confiance en termes de qualité des données rassemblées. Le travail que nous avons réalisé montre que l'on ne peut pas garantir que ce qui est rassemblé dans une certaine installation va être de la même qualité que ce que l'on trouve dans les systèmes de routine. Donc, il faut faire des efforts pour améliorer la précision et l'exactitude des données rassemblées. Et c'est pour cela qu'il est important d'insister sur l'assurance qualité. Qu'est-ce qui est rapporté, signalé au niveau district, national? Il faut que tout cela soit homogène. Et dernier point, il faut s'assurer également que l'on inclut la voix des patients dans les conversations et que l'on reconnaît pour savoir si des soins de qualité sont vraiment apportés. Et pour ça, il faut le point de vue des patients, avoir leur opinion. Et l'on fait cela au Ghana et on en tient compte dans les systèmes d'information pour voir si les patients perçoivent donc ces soins de qualité. Merci beaucoup, Joy. Merci. J'aurais aimé avoir plus de temps parce que je vois que nous aurions beaucoup à apprendre de votre part. Les soins de qualité doivent être appropriés par les communautés, les districts et nous avons besoin de données de qualité. Et l'on a peut-être besoin de moins de données, en fait, mais des données de qualité et pas forcément plus de données. C'est important et cela reflète des questions sur le financement collaboratif, le crowdsourcing. Nous avons eu des questions sur ce sujet, justement, beaucoup de questions. Nous repartons en Inde maintenant. Et l'État d'Uttar Pradesh. Et là, nous allons rencontrer le directeur de l'unité de support technique au ministère. C'est une unité qui a fait un travail remarquable pour analyser et appliquer les données à l'action dans l'ensemble de l'État, ce qui a encouragé la transformation. Et cette plateforme de données était prête, en fait, quand la COVID a frappé, ce qui a permis d'orienter les politiques pour protéger les mères, les nouveau-nés. Et donc, je voudrais demander au docteur Sudha Sharma, vous avez su utiliser les données pour l'action pendant la pandémie. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous réussi à faire? Et quelles sont les leçons que nous pourrions en tirer pour d'autres occasions? Merci beaucoup. L'Uttar Pradesh est l'État qui a la plus forte population en Inde, 1/6 de la population indienne, 430 millions de personnes, 75 districts, 800 sous-districts et plus de 25 000 installations. Gérer la pandémie du Covid a exigé un système de données très fort, très puissant. Le système de données a été établi en fait au début de 2017 par l'unité de support technique pour l'ensemble de l'État. Et
comme je l'ai dit, il y a plus de 30 000 installations qui signalent mois après mois, qui enregistrent mois après mois des données continues. Et ce système de données nous a permis de détecter l'impact négatif dans les immunisations de routine, la planification familiale et les soins antinataux. L'unité de soutien technique s'est efforcée d'améliorer les services sur la base de ces données. Lorsque la quatrième vague de Covid est apparue, les plateformes de services de communauté avaient complètement arrêté parce que l'on ne savait pas quoi faire face à la pandémie. Mais après un certain temps, le système de données nous a permis de voir quels étaient l'impact négatif, où ils se trouvaient, et donc nous a permis de commencer les services là où ils étaient les plus nécessaires, dans les géographies, dans la plateforme de communauté, là où la COVID était moins présente qu'ailleurs. Donc, les systèmes de données nous a permis en 1 ou 2 mois d'identifier où les réductions de soins antinataux, planification familiale, immunisation de routine se faisaient le plus ressentir. Ça c'était pendant la première vague, pendant la deuxième vague, nous avons eu 3 vagues avec le premier variant, puis le Delta, puis l'Omicron. Les leçons que nous avons à tirer des vagues précédentes nous ont permis pendant la deuxième vague de ne pas interrompre aucun de ces services, mais nous avons pris des mesures d'atténuation et nous avons même pu retrouver les soins obstétriques d'urgence, les accouchements hospitaliers qui existaient avant la première vague. Donc, ces systèmes d'information établis par notre unité nous a beaucoup aidé à faire face à la pandémie. Nous avons toujours eu l'idée que les services de données agrégés avaient des limites. Donc, nous avons utilisé la pandémie comme une opportunité pour créer un autre système de données qui capture le cycle de vie d'un patient atteint du Covid, du test au traitement, à la récupération, au rétablissement. Nous avons des données sur plus de 100 millions de personnes dans ce système de données avec le traçage des contacts également, ce qui est très utile pour les hospitalisations, l'isolement, etc. Tout cela nous a permis de comprendre le pouvoir des données individualisées pour prendre de meilleures décisions politiques. Le soutien technique a permis également au gouvernement d'Uttar Pradesh de mettre en place des systèmes de surveillance épidémiologique, ce qui nous a permis de suivre le progrès de la pandémie. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci de cette présentation très précise. Nous avons beaucoup à apprendre en fait. La COVID a vraiment été une menace, mais aussi une opportunité pour tous améliorer et de mieux utiliser nos systèmes de données dès maintenant et pour l'avenir. Je suis sûre qu'il y aura de nombreuses questions sur ces commentaires. Et nous passons maintenant au Népal, comme dernière intervenante de ce panel. Docteur Sudha Sharma, je suis ravie de vous retrouver. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup appris du Népal et notamment l'utilisation des données au travers des districts et des différentes plateformes pour améliorer et changer les services et mieux comprendre ces données. Donc, une sorte d'effort de meilleure compréhension des données. Vous avez travaillé au Népal, mais je vous ai également rencontré en Tanzanie où vous étiez responsable de la santé pour l'UNICEF. Vous avez une très grande expérience dans la matière. Que pouvons-nous apprendre du Népal et de votre propre expérience sur l'utilisation des données en pratique? Merci, Joey.
Bonjour Joy et merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous. Je crois que les utilisations des données, la façon dont elles sont utilisées, c'est vraiment quelque chose qui a notre priorité dans l'évaluation de notre action, l'action politique également. Et il y a un système qui nous permet de passer en revue les données tous les trimestres et ensuite de façon semestrielle et annuelle. Et au niveau provincial, nous faisons cela et au niveau national ensuite. Il y a un bilan national qui implique les différents partenaires népalais et les autres partenaires tels que les universitaires et les ONG. Et c'est formidable de voir que tout le monde participe à ce partage des données. Et nous essayons de faire une triangulation pour nous assurer que les données que nous recevons sont exactes. Ensuite, nous avons des données qui sont désagrégées puisque nous avons un pays extrêmement varié entre les plateaux, les plaines et les reliefs. Et cette décomposition des données nous permet d'y voir plus clair et nous y donnons une priorité élevée. Nous avons beaucoup fait pour combler les lacunes entre les zones périphériques les plus marginalisées et les populations les moins favorisées. Le gouvernement a établi une feuille de route à horizon de 2030 pour pouvoir avoir une stratégie sur le type d'intervention nécessaire pour améliorer la situation dans l'ensemble du pays. Nous avons certains exemples de l'utilisation des données au Népal sur les corrélations de décès maternels et néonataux. Et nous avons également à mettre sur pied des incitations, des mesures d'encouragement pour le personnel, pour éviter ce type de circonstances. Nous avons une feuille de route au niveau national qui repose sur les données, qui repose sur l'observation de la réalité. Nous avons également l'utilisation de chlorhexidine dans certaines communautés. Nous avons vu quel était l'effet de cela sur la mortalité maternelle et néonatale. Et même pendant la pandémie de Covid, nous avons fait le bilan de ces données et regardé quelles étaient les véritables lacunes. Donc, ceci s'est amélioré et j'espère que nous atteindrons les objectifs, je l'espère sincèrement, grâce à cette feuille de route qui repose sur des données chiffrées et l'observation sur le terrain. Merci beaucoup. Merci à quelqu'un qui est obstétricienne, mais également l'architecte en quelque sorte de cette feuille de route, ou en tout cas l'un des architectes. Il s'agit d'un pays qui tente de se rapprocher des objectifs de santé maternelle et néonatale et certainement qui est sur la bonne voie pour les objectifs de développement du millénaire et peut-être pas encore pour les plus pauvres. Donc, nous voyons les efforts déployés pour redresser cette situation. Je tiens à remercier chaque membre du panel pour ces présentations extrêmement instructive. Et maintenant, j'ouvre le débat si quelqu'un voudrait participer parmi les auditeurs. C'était un panel extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'interactions dans la boîte de dialogue et nous allons prendre les questions qui figurent, qui traitent de l'amélioration de la qualité des données de routine, de façon à avoir de meilleures données de santé néonatale. 95% d'entre vous pensent qu'ils peuvent faire mieux pour traquer ces cas et ces lacunes qui persistent. Et je vais donner la parole au docteur Sholway Jacobs. Comment faire pour réduire le fardeau sur le personnel de santé de façon à améliorer la qualité des données recueillies? Vous avez la parole. Merci, Joy. Merci pour cette question.
C'est vrai que la collecte de données est quelque chose qu'il faut intégrer dans l'ensemble des soins prodigués. Il faut penser à avoir des plateformes numériques de façon à pouvoir sélectionner différents segments de données provenant de différentes sources. Et il faut investir également dans la formation des personnes qui recueillent les données pour qu'ils puissent nous donner des données de qualité. Parfois, on voudrait utiliser des données, mais ça n'est pas possible parce que les données ne sont pas suffisamment robustes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sholway. Donc, il faut s'intéresser aux personnes qui collectent les données, voir quelle est leur motivation, leur formation. Donc, est-ce que l'on peut aller directement à l'essentiel dans les données recueillies? Je vais maintenant passer la parole à la personne qui a mené la transition des données au Pakistan. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu dans le chat et également dans le dialogue participatif. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme piste dans les données électroniques au Pakistan? Il me semble que l'on commençait par le petit bout de la lorgnette, à savoir commencer à utiliser les données en petit nombre, ensuite les nettoyer, les rendre utilisables et voir comment pouvoir renforcer la fiabilité de ces données, puis essayer de combler les lacunes que nous rencontrons. Nous avons commencé par collecter des données au niveau du district, puis de un ou deux districts. Nous avons 54 districts, mais nous essayons de commencer par une petite zone, un district par exemple, et voir comment améliorer ces données et un petit peu étayer, ajouter de la matière à ces données. Comme l'ont dit les différents intervenants, il faut vraiment se concentrer sur une culture de bonne utilisation des données. Parfois, nous avons des rapports ou bien des données, mais il faut essayer d'en savoir plus sur certains aspects, donc cela retarde l'exploitation des données. Merci beaucoup. C'est formidable de voir comment ceci également est dans le prolongement de ce que disait Sholway tout à l'heure. Il faut donc étayer ces données et construire un modèle qui repose sur des données fiables et solides. Maintenant, on veut utiliser ces données pour la qualité et je vais donner la parole à l'intervenant suivant pour nous dire s'il a des conseils ou bien des trucs pour nous permettre de mieux utiliser les données, le docteur Sodzi. Donc, tout d'abord, il faut pouvoir avoir une cartographie des lacunes. C'est quelque chose que nous pourrions essayer d'améliorer. Par exemple, avoir des cycles qui nous permettent de passer en revue les données et d'améliorer l'analyse. Il faut également créer des réseaux pour que les différents intervenants partagent leur savoir et apprennent les uns des autres. Et également les responsables de collecte de données, il faut qu'ils puissent avoir un retour d'information et des réactions sur les données qu'ils ont collectées. Formidable. C'est vrai qu'on apprend beaucoup des uns des autres et il faut rester ambitieux. Comme on le disait tout à l'heure, il faut rester simple pour être encore plus percutant. Nous avons également eu beaucoup de questions sur le Covid et je vais vous demander maintenant, étant donné que la pandémie de Covid a eu vraiment un effet très rapide et marqué sur la prestation de soins, comment faire pour améliorer nos systèmes de collecte de données? Docteur Basant Kumar. Merci beaucoup. Effectivement,
en Uttar Pradesh, nous avons 6 millions de femmes qui sont reprises dans les statistiques maternelles. Nous voudrions rassembler ces données de la meilleure façon possible pour pouvoir apprendre et créer un système qui permette d'améliorer la santé maternelle et néonatale. Merci beaucoup de cette concision. Pour les autres membres du panel, je dois vous dire que nous avons vraiment eu un échange extrêmement enrichissant et fructueux. Et ce que j'ai déduit de cet échange préliminaire aujourd'hui, c'est qu'il nous faut davantage de temps. Et l'année prochaine, quand nous nous retrouverons en Asie, j'espère que nous pourrons partager encore plus les données qui nous rassemblent. Pour conclure, je vais essayer de battre le rappel pour l'année prochaine pour le CAP. Et je vais demander à chacun des panélistes quel est l'aspect sur lequel ils aimeraient voir un changement d'ici l'année prochaine, d'ici notre rencontre. Merci, Joy. Je vais commencer. Je dirais un effort sur la diffusion des informations sur la santé maternelle et néonatale avec la société civile, avec les différents districts au Mozambique et avec l'ensemble de la population à tous les niveaux. Moi, le changement que j'aimerais partager et qui me paraît le plus important sur le sujet est les données sur la mortalité maternelle pour analyser l'équité sur la santé maternelle et néonatale. Moi, je dirais, je voudrais davantage de liens entre le secteur privé et le secteur public pour que nous ayons une bonne couverture de services avec des données disponibles pour les directeurs de district pour qu'ils puissent en tenir compte et l'utiliser dans leur planification pour avoir des données segmentées également. Moi, je voudrais un avenir où nous avons le patient, la patiente au cœur de nos préoccupations et parfois, on est un petit peu limité par les indicateurs, mais si l'on regarde la question de la planification familiale et le VIH, il y a encore des co-indicateurs qu'il faudrait intégrer et peut-être qui seraient susceptibles de nous donner un aperçu encore plus complet. Moi, je dirais que il y a encore une absence de données sur qui sont les jeunes mères, qui sont les personnes enceintes. Nous voudrions savoir comment elles sont dans cette situation et donc nous voudrions avoir une plateforme de santé maternelle numérique qui permet d'avoir une cartographie d'une grossesse à l'autre pour pouvoir fournir un meilleur service de santé maternelle. Je dirais que nos systèmes du district sont assez bons, mais si l'on zoome plus avant au niveau municipal et au niveau local, il faut améliorer encore les choses sur cette première strate de la communauté où nous voulons avoir de meilleures données. Très bien, donc une possibilité de recueillir et d'analyser les données plus avant. Merci beaucoup. Donc, à la fin de cette session, il nous reste à remercier les 3 intervenants, les 6 panélistes et toutes les personnes qui nous ont rejoints. Notre objectif aujourd'hui est de battre le rappel pour notre réunion en 2023. Et d'ici là, eh bien, j'espère que nous pourrons travailler tous ensemble en tant que communauté pour avoir une cartographie et une feuille de route de l'amélioration de la collecte des données pour améliorer à son tour la santé maternelle et néonatale. Que pouvons-nous utiliser? Que pouvons-nous faire, non pas pour nous plaindre des mauvaises
données, mais pour améliorer la qualité de ces données et quels seront les effets de ces données fiables. Nous vous invitons à nous rejoindre sur ce parcours pour que d'ici le mois de mai l'année prochaine, nous ayons une idée beaucoup plus claire sur cette feuille de route. Demain, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les soins respectueux et n'hésitez pas à vous rendre sur le site M&A pour utiliser les ressources que nous n'avons pas pu partager aujourd'hui et qui pourraient venir compléter vos indicateurs, notamment pour la santé maternelle et néonatale. N'hésitez pas à partager ces ressources, à utiliser ces ressources et à poursuivre le dialogue pour pouvoir utiliser, améliorer nos données et progresser et progresser en 2025 jusqu'à l'objectif de 2030. Merci beaucoup à tous les organisateurs de cette session qui ont permis la tenue de notre réunion, tous les intervenants en coulisses également, que je tiens à remercier. Merci beaucoup à tous.